C'est l'heure du second débat de ce sens public consacré à la baisse de la natalité en France. L'an dernier, le nombre d'enfants moyens par femme était, on va voir le chiffre, cet indicateur conjoncturel de fécondité, il était de 1,62 enfants par femme en 2024, le taux le plus faible depuis 1919. Pourquoi les Françaises et les Français font moins d'enfants? Politique publique volontariste peut-elle inverser la tendance? Avant d'en débattre, c'est un reportage qu'on vous propose, Flora Sauvage, avec une jeune femme qui ne veut pas donner la vie. À 29 ans, Anna fait partie de ces jeunes de plus en plus nombreux qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. J'ai décidé de ne pas avoir d'enfants pour pas mal de raisons. La première étant le non-désir d'enfant. Et la seconde étant l'aspect climatique, ça va un petit peu en lien avec l'éco-anxiété, c'est que je me dis, dans quelques années, on ne sait pas du tout à quoi va ressembler la Terre, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. C'est vraiment un truc qui est déjà juste incertain pour moi, alors du coup me dire, de mettre au monde un enfant qui va vraiment grandir dans ce bazar, ça me fait un peu peur. À l'éco-anxiété s'ajoute la crainte liée aux atteintes au droit à la contraception dans certains pays. Anna a très mal vécu les effets secondaires de la pilule contraceptive. Elle a finalement opté pour la stérilisation définitive. Avec ce qui se passe aux États-Unis, avec le recul des droits des femmes en termes d'accès à la contraception, à l'avortement, etc., pour moi, il y a une part de... Ça me rassure en fait de savoir que j'ai fait cette opération parce que du coup, ça me protège en quelque sorte de... si jamais ces droits viennent à nous être retirés en fait. 2 ans après l'opération, Anna n'a aucun regret. Je pense sincèrement que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de ma vie. Je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup polémique quand je le dis parce qu'on me dit « mais tu sais pas de quoi ta vie va être faite, t'es encore jeune ». Enfin voilà, j'ai 29 ans donc oui en effet je suis jeune mais ça n'a jamais été dans mes projets donc pour moi c'est vraiment un non-sujet et je suis juste sereine en fait. La France a enregistré une chute historique de sa natalité en 2023 et cette tendance se confirme en 2024 avec 660 000 naissances selon l'INSEE. Cette baisse est importante, régulière et depuis un certain nombre d'années, donc elle pourrait renvoyer soit à d'autres types d'explications comme un environnement peut-être anxiogène, un contexte économique avec une inflation importante qui peut peser sur le budget des familles. Si la baisse des naissances est historique, elle s'inscrit toutefois dans une tendance globale. La France rattrape désormais ses voisins européens. L'Hexagone était jusque-là le pays avec le taux de fécondité le plus élevé de toute l'Europe. Quels sont les risques d'un baby crack? C'est le thème de notre débat avec Laurent Toulmont. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes démographe à l'Institut national d'études démographiques. Votre dernière étude paru dans la revue Population et Société. La France est-elle toujours une exception démographique en Europe? Elisabeth Doineau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, rapporteure générale du budget de la Sécurité sociale et sénatrice Union centriste de la Mayenne. Maxime Spahi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes économiste, directeur stratégique du club Landois et expert associé à l'Institut Montaigne. Et vous publiez Les balançoires vides. Voilà une image qui résume, on aurait pu titrer Les balançoires vides. C'est aux éditions de l'Observatoire. Sophie Dravinel, éditorialiste politique, toujours à mes côtés. Merci Sophie. On va revoir ce chiffre, cet indicateur de fécondité, 1,62 enfants par femme l'an dernier. Laurent Toulmont, est-ce que c'est quoi? C'est une baisse régulière? C'est une baisse qui s'accélère? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors depuis une cinquantaine d'années, depuis la fin du baby-boom, en France, la fécondité oscille entre 1,7 et 2 enfants par femme. En 2010, on était assez haut, à 2 enfants par femme. Mais depuis 2014, depuis une dizaine d'années, la fécondité a beaucoup baissé. Donc on est passé de 2 enfants à 1,6 enfants par femme. Donc ça fait une baisse de 20% qui est importante depuis une dizaine d'années. Et c'est une baisse qu'on a observée dans pratiquement tous les pays où la fécondité était élevée. Donc, d'un côté, la fécondité avait déjà baissé au début des années 1990 avant de remonter. Il y a des raisons structurelles qui font que la fécondité est élevée en France. D'un autre côté, la fécondité bouge dans beaucoup de pays et donc l'avenir est assez incertain. Et on est aujourd'hui à un niveau qui est vraiment à la limite basse de ce qu'on observe depuis une cinquantaine d'années. On a longtemps parlé d'exception française. Elisabeth Doineau, pourquoi vacille-t-elle, d'après vous? Exception française, oui, en Europe et dans le monde, en fait, dans l'hémisphère nord en particulier. Et pourquoi la France était un petit peu mieux
sur le plan de la fécondité que les autres. Écoutez, c'est difficile à dire. C'est une histoire de mentalité, de comportement. Et on voit qu'aujourd'hui, ça a évolué, effectivement. De confiance globale dans l'avenir, il y a Mais de ça, sans évidemment. doute parce que des conflits dans le monde, l'inflation aussi ces dernières années qui a apporté finalement des contraintes supplémentaires sur le plan budgétaire pour les familles. Je pense qu'il y a une tendance générale mondiale, mais il y a effectivement sans doute une perte d'optimisme dans l'avenir. Il y a aussi sur le plan de l'environnement, sur le plan... en fait, les familles aujourd'hui se disent « mais qu'est-ce que je peux donner de mieux pour mon enfant ?» Et c'est vrai que ce n'était pas la question qu'on se posait il y a peut-être 20 ou 30 ans. Bien sûr qu'on avait aussi cette préoccupation de donner le meilleur pour son enfant. Mais là, aujourd'hui, on a conscience que le monde est hostile parfois et qu'il faut effectivement la meilleure éducation qui soit, la meilleure alimentation qui soit. Et on veut que son enfant, finalement, soit encore mieux que ce que nous-mêmes, nous avons vécu. Moi, je pense que la démographie est une science intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle interroge aussi la société sur, justement, l'évolution des choses. Dans notre pays, la protection sociale repose justement sur le renouvellement des générations. Or, effectivement, quand on voit la pyramide des âges, on peut s'interroger sur le financement de notre protection sociale. Effectivement, on va y venir tout de suite. Pourquoi c'est inquiétant, Maxime Spahi, à quel point notre modèle social dépend finalement de la démographie? Alors, pour répondre à la première question, pourquoi c'est inquiétant, parce qu'en fait, on a la politique familiale la plus généreuse de l'OCDE. On a un modèle culturel français qui est pas trop mal, avec des mœurs plutôt libérales. Certains pays d'Asie, par exemple, ont un problème de la place de la femme dans la société et des rôles très traditionnalistes qui lui sont assignés. En France, on a quand même fait beaucoup de progrès là-dessus. Et donc, on pensait justement, de par notre modèle culturel et de par la politique familiale, être plus ou moins préservé de cette baisse mondiale que vous avez rappelée. On est rattrapé par une réalité, parce que ça fait 15 ans que les naissances baissent, et donc on est finalement on suit la tendance et on n'est plus l'exception. Donc ça veut dire des choses, et je pense, on y reviendra peut-être, mais il y a aussi des blocages très concrets, économiques, immobiliers pour les familles, qui à mon avis sont à l'œuvre. Pourquoi est-ce que c'est inquiétant? C'est aussi, oui, notre modèle social a été fondé à la Libération sur 3 postulats: une pyramide des âges pyramidale, une jeunesse qui est toujours majoritaire et des générations qui se renouvellent. Aujourd'hui, la pyramide des âges, elle est plus pyramidale, parce que le corollaire de la dénatalité, c'est un vieillissement qui s'accélère en France. La jeunesse n'est plus majoritaire. Je vous rappelle que les moins de 20 ans maintenant sont mis en minorité par rapport aux plus de 60 ans. Et les générations ne se renouvellent plus, puisque le seuil de renouvellement, c'est autour de 2,1 et on s'en éloigne de plus en plus. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est pas immédiat, mais les effets vont commencer à se faire sentir et ça crée des tensions un peu partout, et notamment sur les comptes publics. Alors on va revoir ces chiffres, les chiffres des naissances en 2024, 663 000 naissances, c'est une baisse de 2% par rapport à 2023 et surtout de plus de 21% par rapport à 2010. Et alors on va comparer ces 663 000 naissances au nombre de décès l'an dernier, 646 000 décès. Est-ce qu'on se rapproche du déficit démographique, Laurent Toulmont? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, alors, ce qui est sûr, c'est que le nombre de décès va beaucoup augmenter à l'avenir. Grâce à la baisse de la mortalité, on avait peu de décès et les progrès sont en train de se ralentir, mais surtout les générations nombreuses du baby-boom. Maintenant, les premières générations du baby-boom, elles arrivent à 78 ans. Et donc, dans les 20 prochaines années, et ça a commencé déjà depuis 10 ans, mais dans les 20 prochaines années, il va y avoir une augmentation très importante du nombre de personnes très âgées, donc des questions liées à la dépendance liée au grand âge, et une augmentation du nombre de décès. Donc, il va falloir s'habituer à ce qu'il y ait plus de décès que de naissances en France dans les prochaines années. Certainement. On est aujourd'hui dans une situation de déséquilibre, en fait, puisque les vieux d'aujourd'hui, ils sont nés dans la première moitié du XXe siècle, quand il y avait que 40 millions d'habitants en France. Donc, en France, on peut dire qu'on manque de vieux. Et on va revenir à un équilibre, et dans 20 ans, on sera à l'équilibre. Le nombre de décès, il devrait monter jusqu'à peut-être 700 000 par an. Et puis, il va se stabiliser vers 2040. Donc, il y a vraiment une vague de vieillissement qui est devant nous et qui n'a rien à voir avec la baisse de la fécondité. La baisse de la fécondité, elle va avoir un impact plus tard. Disons, les naissances qui manquent aujourd'hui d'une certaine façon, elles seront
où elles ne seront pas sur le marché de l'emploi d'ici 20 ou 25 ans. C'est des actifs qui manquent. Par contre, à horizon de 20 ans, il y a vraiment un problème d'épuisement des ressources, de réchauffement de la planète et, en France, de vieillissement accéléré. Donc là, il y a une adaptation qui est vraiment devant nous. Alors, grâce à la hausse de l'immigration, ça va un peu amortir, disons, le choc. Mais ça n'empêche que le principal choc dans les 20 prochaines années, c'est le vieillissement de la population qui est devant nous. Ouais. Et la question de la basse fécondité, c'est vraiment pour les décennies plus tard. Maxime Spahi, vous parlez d'un trilemme. J'avoue humblement que j'ai appris le mot aujourd'hui. Je connaissais le mot dilemme, mais c'est tout simple. La langue française est géniale. Un trilemme, c'est quand on hésite entre 3 options. Quel est le trilemme ? En fait, quand vous regardez un petit peu le tour du monde et ce que je fais dans le livre, on n'est pas les seuls confrontés à la dénatalité et au vieillissement. La plupart des pays riches sont dans cette situation-là. Certains plus avancés que nous. Je pense au Japon, à la Corée ou à l'Italie, à côté de chez nous. Et donc, je me suis amusé à regarder comment réagissent ces pays face à cette contrainte économique qui est qu'à un moment, vous avez votre population active qui commence à se réduire, ou en tout cas, c'est une perspective qui arrive, et donc économiquement c'est une mauvaise nouvelle, socialement c'est une mauvaise nouvelle. Donc il y a ceux qui prennent la voie des bébés, donc qui veulent à tout prix relancer leur natalité. C'est extrêmement compliqué, pour ne pas dire très limité, voire impossible, et d'ailleurs ça a un impact, si ça marche, si jamais ça marchait, qui est très loin dans le temps. Il y a ceux qui disent finalement on fait plus de bébés, donc on fait appel à des immigrés, on importe les actifs qui nous manquent. C'est le cas par exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a un solde migratoire beaucoup plus élevé que nous parce qu'elle compense en fait un solde qui est naturel, qui est déjà négatif, par des étrangers qui viennent donc occuper les postes vacants dans l'économie. Et puis vous avez certains pays comme par exemple le Japon qui font plus beaucoup de bébés, qui sont plutôt réticents à l'immigration pour des raisons historiques, culturelles, et qui, eux, font appel aux robots. Et les robots viennent remplacer, si vous voulez, les humains qui manquent. Voilà, le 3e trépied, c'était ça. Voilà. Le trilemme. Et en fait, le trilemme, c'est que vous ne pouvez pas, à terme, avoir une population active qui est stable, une fécondité qui est basse et une immigration qui est faible. Au bout d'un moment, il faut faire un choix, et donc c'est un triangle d'incompatibilité avec ces 3 voies qui se dessinent. Il n'y a pas de solution miracle. Ces 3 voies, elles ont des avantages. Et la plupart jouent sur les 3 tableaux. Certains plus sur l'immigration ou la procréation, les bébés, d'autres plus sur la robotisation. Aucun de ces tableaux, finalement, n'est une solution magique. Ils ont tous leurs inconvénients et leurs avantages, et c'est des choix sociétaux, au final. C'est plus que de l'économie ou du social, c'est vraiment des choix de société qui sont faits à ce moment-là. Alors, vous parliez des raisons structurelles. On va essayer d'en balayer un certain nombre et de voir quelles options, notamment pour l'action politique. Et je vous propose d'entendre pour vous cette séquence la sénatrice écologiste Mélanie Vogel. Elle dit c'est en améliorant d'abord l'égalité sur le marché du travail que l'on relancera la natalité. Une des raisons majeures pour lesquelles se projeter dans le fait d'avoir des enfants est difficile. Quand on est une femme, c'est parce que si on aspire à l'égalité, si on aspire à avoir une vie professionnelle épanouie, indépendante, individuelle, on sait très bien que c'est le moment où on a des enfants qui a un frein qui s'impose dans notre vie. Et donc, c'est pas un congé de naissance mieux rémunéré, plus court, optionnel qu'il faut mettre en place. C'est un congé pour les 2 parents, quel que soit leur genre, égalitaire et obligatoire. La chose structurelle pour garantir l'égalité, c'est que les parents soient à égalité sur le marché du travail. Excusez-moi, je voulais juste finir. Oui. C'est la seule manière. Elisabeth Bonneau, est-ce que c'est d'abord du côté du marché du travail qu'il faut agir prioritairement ? Prioritairement, je dirais que non, il faut agir sur tous les tableaux parce que en réalité, moi je suis d'accord avec Mélanie Vogel sur effectivement la mentalité des Français par rapport est-ce que je choisis d'avoir un enfant, est-ce que je choisis le travail. On est encore dans un pays où finalement l'enfant est vu comme un handicap quelque part pour être maintenu dans son emploi et surtout progresser dans son emploi. Et essentiellement pour les femmes. 80, oui, mais les hommes aussi. Un homme qui va prendre un congé de paternité, je vous assure que c'est difficile pour lui après de revenir dans l'entreprise. Sa place va être presque prise et lui-même, s'il s'est mis en congé, va avoir du mal à retrouver du travail. Le problème est le même du côté du papa que de la maman. Dans ce pays, on a vraiment du mal. L'enfant n'est pas vu comme une opportunité. Et regardez les pays du Nord, moi qui vais souvent en Suède, moi je vois comment on réagit dans l'entreprise. C'est-à-dire que la crèche téléphone, votre enfant est malade, mais comment tu n'es pas parti, vas-y tout de suite. Alors qu'en France, mais qui va te remplacer, etc. Et puis reviens vite parce que, etc. Non, mais
c'est vraiment un problème. La paternité, la maternité en France et le travail, il y a quelque chose qui n'est pas revu et corrigé. Et il faut absolument agir sur ce plan-là. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup d'autres plans sur lesquels il faut agir. Sur le plan, vous parliez du logement, par exemple. Oui. Parce que la première des choses, c'est aussi, pour accueillir un enfant, c'est d'avoir un logement qui soit décent et capable, justement, d'assurer son épanouissement et l'épanouissement de la famille. Alors, surtout aujourd'hui, on a des familles décomposées, recomposées, où chacun doit trouver sa place. Donc le logement, ça a beaucoup d'importance. Et puis l'accompagnement... Prenons le logement, pardon, parce qu'on on va essayer de voir d'autres éléments, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on parle de levier structurel. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme politique publique pour... inverser cette tendance en matière de logement? Je crois qu'il faut vraiment accompagner les familles qui ont... Parce que quand vous regardez ceux qui ont des enfants et ceux qui ont le désir d'enfant, il y a un gap entre ceux qui veulent des enfants mais qui s'en privent parce que justement les conditions ne sont pas réunies. Et déjà, il faut travailler là-dessus. Et donc, je pense qu'en termes politiques, on aurait tout à fait raison de s'impliquer sur justement les possibilités offertes aux jeunes familles, ou plus âgées d'ailleurs, pour justement accueillir un enfant. C'est-à-dire qu'on les accompagne. L'argent public bien dépensé. Si mais exactement. Si je peux me permettre, quand on voit les difficultés... Parlez libre sur ce plateau, vous n'avez pas besoin de lever le doigt, Sophie. Dans des grandes zones urbaines, les difficultés de logement des classes moyennes qui visiblement ont encore moins d'enfants que des classes supérieures ou que des classes plus populaires, la difficulté de pouvoir accéder au logement social, les années d'attente pour pouvoir y accéder, même si on sait qu'il y a normalement des facilités offertes justement à des foyers de classe moyenne pour pouvoir y entrer. Mais enfin, c'est extrêmement contenu. Et il faut s'éloigner énormément pour avoir la chance d'avoir une pièce en plus. Le choix de passer du 2e au 3e enfant, en tout cas dans les grands centres urbains français, sont extrêmement contraints. En tout cas, il faut faire tout en termes de logement pour accueillir l'enfant ou accueillir la famille avec des enfants. Et je pense que la politique du logement, c'est vrai, souffre depuis un certain temps. Moi, je fais confiance à Valérie Létard, qui est aujourd'hui aux manettes pour un peu changer les choses. Mais il faut avoir toujours en tête qu'il faut bien accueillir l'enfant. Oui. Bon, alors on a cité le marché du travail, l'égalité femmes-hommes sur le marché du travail, le logement, Laurent Tout-le-Monde, dans ces leviers structurels, il y en a d'autres à actionner d'après vous? Alors, c'est difficile de séparer les causes, mais quand on fait des comparaisons internationales, on a vu effectivement les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes et de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle sont vraiment centrales. La question du logement aussi est très importante. Il y a aussi, dans certains pays, la crainte face au coût de l'éducation des enfants. Le fait qu'en France, on ait une école qui commence tôt dans la journée, qui se termine tard dans l'après-midi, fait que les gens se disent que, disons, au bout de 3 ans, ils sont sortis du tunnel, les enfants vont à l'école, et après, il peut y avoir des difficultés, mais au moins, le fait d'éduquer les enfants ne va pas leur coûter extrêmement cher, comme dans certains pays où la fécondité est très basse. Vous évoquez les pays d'Asie du Sud-Est, où le fait d'élever des enfants, ça coûte extrêmement cher. Et donc, ce sont des contraintes qu'on ne voit pas en France, parce qu'en France, la question de l'éducation, elle est plutôt... elle se pose plutôt en termes d'égalité des chances. Alors ça pose d'ailleurs des questions, on n'est pas forcément extrêmement efficace sur ce plan, mais au moins il y a l'idée que l'État aide les familles, soutient les familles pour l'éducation des enfants. Mais il n'empêche que la question de la garde des jeunes enfants, et notamment on parlait de congé parental, un congé parental court et mieux rémunéré, ça correspond effectivement à moins de risques, disons, en termes de problèmes de carrière pour ceux, ou surtout pour celles qui prennent des congés parentaux. Mais ça veut dire qu'au bout d'1 an ou 2 ans, il faut que les enfants puissent avoir une place en crèche. Et là, la question du nombre de places de crèche, de la qualité des crèches... Voilà, on reparle des grands centres urbains. Alors ça, les crèches, on va y venir tout de suite, parce que c'est l'un des aspects de ce plan démographique 2050 qui a été annoncé vendredi par la ministre Catherine Vautrin. On y vient dans 1 minute, mais je voudrais vous entendre, Maxime Sbailly, sur effectivement ce que vous nous disiez, c'est-à-dire ce décalage entre... le souhait d'enfants et le nombre d'enfants. En 2022, il y avait le nombre d'enfants souhaités, c'était plus de 2 par femme, et le taux, c'était un peu en dessous des 1,8, c'est 1,79. C'est d'abord des facteurs économiques qui expliquent ce décalage. En fait, la question de fond, c'est est-ce que finalement cette baisse des naissances, est-ce qu'elle est voulue ou elle est subie? Oui.
Alors, en fait, c'est ça la question. Parce que si elle est voulue, c'est la liberté individuelle. La fécondité est un choix. Ça doit rester un choix strictement individuel. C'est pas l'État de s'en mêler et il n'y a rien à voir. Si par contre elle est subie parce qu'elle résulte de contraintes et que effectivement les Français veulent faire plus d'enfants que ce qu'ils font actuellement, à ce moment-là, il y a une légitimité pour l'action publique. À ce moment-là, il y a une inquiétude parce qu'il y a des freins à lever. Et effectivement, alors le désir d'enfant, c'est impossible à mesurer parce que ça varie trop et c'est trop intime, c'est très compliqué méthodologiquement. Mais il y a des enquêtes, il y a des études, alors elles valent ce qu'elles valent, mais qui ont tendance à montrer effectivement que les Français souhaitent faire un peu plus d'enfants, 0,6, 0,7 enfants, de plus que ce qu'on a en taux de fécondité aujourd'hui. Donc oui, il y a le logement. C'est là que l'action publique peut C'est là où il y a une légitimité, non pas pour inciter ou pour encourager, parce que les modes de vie, chacun fait ce qu'il veut et l'État n'a pas à dicter un mode de vie, mais s'il y a un désir d'enfant qui est frustré et qui a un blocage, l'État a la légitimité effectivement pour agir dans ce sens-là, pour faciliter en fait les projets familiaux. Là, je pense qu'il n'y a aucun problème. Le logement, on en parlait. Les modes de garde, on va peut-être en reparler, c'est pour moi le plus important. Et le travail qui ne paye plus aussi. Il ne faut pas oublier que la génération qui sont aujourd'hui sur le marché du travail et qui sont en âge de procréer sont des générations qui ont vécu 3 grosses crises économiques majeures, qui sont asphyxiées par la fiscalité et un niveau de vie en fait qui n'augmente plus. D'ailleurs, il augmente tellement plus qu'ils sont rattrapés maintenant par les retraités en termes de niveau de vie. Ça, c'est tout nouveau aussi. La pauvreté, elle a changé d'âge. Donc, c'est aussi des conditions économiques qui ont changé et qui font que la réalisation du désir d'enfant, il est plus difficile aujourd'hui. Allez, comme promis, on parle de ce plan démographique grâce à Alexandre Poussard. C'est donc la ministre Catherine Vautrin, rebonsoir Alexandre, qui lance ce grand plan démographique 2050. Des détails, en quoi ça consiste ? Ah oui, Catherine Vautrin, donc la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, veut lancer ce grand chantier démographique avec un horizon à 2050, un chantier qui s'occuperait à la fois de l'infécondité de l'enfance, de l'organisation des soins et de la santé du travail ou encore du grand âge, avec une méthode qui se veut transversale, traiter de tous les domaines en même temps et qui correspond à son large portefeuille ministériel. Et elle explique dans chaque domaine, on va prendre brique par brique. Par exemple, pour la natalité, on va étudier l'écart entre la fécondité et le désir d'enfant, l'équilibre vie professionnelle, vie privée ou encore l'organisation du travail. Et l'un des objectifs, c'est, on y vient, d'améliorer l'offre de garde pour les enfants. Et oui, entre 2017 et 2020, la France a perdu 50 000 places d'accueil pour les jeunes enfants. Plusieurs causes, manque de personnel, manque d'attractivité du métier ou encore problème de financement pour les communes. D'ailleurs, 25% des communes françaises n'ont pas d'offre d'accueil des jeunes enfants, ce qui représente une véritable inégalité territoriale. Et cette offre d'accueil, elle varie d'un département à l'autre. Si on prend les chiffres de 2020 de l'Observatoire national de la petite enfance et cette carte, eh bien, on voit que l'ouest du pays est plutôt bien doté, en tout cas mieux doté, avec en moyenne plus de 70 places d'accueil pour 100 enfants. En revanche, dans certains territoires, comme le département de Seine-Saint-Denis ou encore l'Outre-mer, il y a moins de 40 places d'accueil pour 100 enfants. En Guyane, eh bien, c'est le cas le plus problématique. Il y a 10 places d'accueil pour cet échantillon. Et donc, faire le gouvernement ? Eh bien, le gouvernement veut augmenter d'abord le nombre de places d'accueil, renforcer la formation, et puis Catherine Vautrin admet aussi qu'il faut améliorer l'attractivité salariale de ces métiers de la petite enfance qui ne sont pas assez payés. D'ailleurs, le besoin de recrutement du secteur est estimé à 15 000 assistants maternels et 10 000 professionnels en crèche. Oui, et il s'agit également de mieux contrôler les crèches, de redonner confiance aux parents sur le bon traitement aux enfants. Oui, puisque plusieurs livres enquêtes ont dénoncé des scandales de maltraitance de jeunes enfants dans des crèches, notamment privées, qui privilégiaient à la rentabilité, à la qualité de l'accueil. On pense au livre Les Ogres de Victor Castanet et la ministre Catherine Vautrin l'assure, on va, je cite clairement, renforcer les contrôles, notamment dans les micro-crèches. D'ici septembre 2026, ces micro-crèches devront se conformer aux mêmes normes de qualification que les petites crèches, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre. Elisabeth Doineau, je reviens sur les inégalités territoriales. Comment y mettre fin ? C'est à l'État, c'est aux régions, tout le monde en même temps voilà, parce qu'on voit qu'il y a quand même un quart des communes qui n'ont pas d'offre du tout. Oui, mais le problème, c'est que tout le monde s'occupe un petit peu de ce sujet-là. Oui. Et il y a le service public de la petite enfance qui devrait être justement mis en place et qui donnerait aux communes
comment dirais-je, la direction des opérations, si je puis dire. Mais ça arrive au mauvais moment. Les communes voient leur budget rétrécir. L'inflation a déjà fait pour beaucoup dans ce rétrécissement des moyens des communes. Et puis c'est surtout que les normes ont été pléthoriques dans ce domaine. C'est sans doute, bien sûr, avec une bonne intention de qualité d'accueil du jeune enfant. Mais quelquefois, ça va très très loin. Et c'est des dépenses qui sont pléthoriques. Et on voit bien que malgré tous les plans qui ont été lancés avec la Caisse nationale d'allocation familiale, eh bien on n'a jamais atteint les chiffres. Pourquoi ? Parce que les communes sont en difficulté pour justement, non pas investir, parce qu'elles trouvent les aides pour investir, mais c'est surtout pour le fonctionnement, c'est-à-dire le nombre de professionnels autour des enfants, toutes ces normes qui, en fait, corsettent en quelque sorte le domaine et qui font que c'est difficile pour les communes d'investir. Donc, il y a l'État, effectivement, qui peut infléchir une vraie stratégie nationale parce que, effectivement, trouver une place en crèche, c'est indispensable. Les parents travaillent la plupart du temps, les deux, le papa et la maman, et donc il faut qu'ils aient ce moyen de garde. Dans des départements, on trouve aussi bien assistantes maternelles que des offres de places en collectif. Mais on voit bien que dans certains territoires, c'est vraiment la panne sèche. Et dans certains quartiers de grandes villes, c'est très difficile. Il faut inscrire presque la naissance 2 ans avant pour avoir sa place en crèche. C'est quand même anormal. Ouais. Donc il faut effectivement y travailler. Mais il faut essayer de trouver l'équilibre, la nuance nécessaire. Moi, je pense qu'il faut effectivement relancer des équipements. Mais il faut faire attention à ce que veulent aussi les professionnels. Être mieux rémunérés, ça c'est une nécessité. Les assistantes maternelles, comme nous l'avons fait au départ en Mayenne, veulent travailler ensemble parce que 2 pères Dieu, 3 pères Dieu, c'est beaucoup mieux qu'une seule père Dieu. Et donc c'est les maisons d'assistantes maternelles que nous avons expérimentées dans notre département et qui aujourd'hui couvrent largement le territoire parce que effectivement c'est un nouveau mode de travail. Et puis les crèches aussi, il faut peut-être regarder sur les normes ce qu'on peut faire tout en maintenant une grande qualité. Pendant que vous nous parlez, on voit ce chiffre que nous donnait Alexandre Poussard, 50 000 places d'accueil perdues pour les jeunes enfants entre 2017 et 2020. Je ne sais pas, Maxime Sbailly, si la tendance continue, vous nous disiez que c'était peut-être le levier structurel le plus important à réactiver. Pourquoi ? Oui, parce que les modes de garde, en fait, si vous voulez avoir un enfant, qui c'est qui paye le prix économique d'un enfant ? C'est les femmes. Pour elles, c'est une météorite dans la carrière, sur le salaire, sur les avancements, moins pour les hommes. Et aujourd'hui, vous avez en France encore beaucoup de couples qui, faute de mode de garde disponible, sont obligés de s'arrêter de travailler. 160 000 environ, c'est probablement plus. Et la vaste majorité, ce sont les femmes en fait qui s'arrêtent et qui donc sont sous une garde contrainte. Moi, je trouve ça quand même assez inadmissible dans la 7e puissance économique mondiale que les femmes doivent choisir encore, certaines femmes doivent choisir encore entre le travail et la maternité. Le mode de garde, ça permet d'externaliser, vous voyez, ce coût. Ça permet de laisser l'enfant et de pouvoir poursuivre, concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Et donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas capable d'offrir cette solution-là. Donc on se prive d'actifs, on contraint les vies de ces femmes. Et le problème, il est un peu plus profond que ça, c'est que déjà, on a perdu 1/3 des assistantes maternelles ces dernières années, et on va en perdre encore 1/3 cette décennie parce qu'elles partent à la retraite. Donc là, vous avez un choc vieillissement de la natalité qui viennent directement se percuter, aussi dans les EHPAD, par ailleurs, où on manque aussi de personnel. On manque de personnel dans les crèches. Une crèche sur 2 aujourd'hui en France manque de personnel, ce qui limite aussi les capacités d'accueil. Pardon, je vous interromps, mais... Donc c'est pas qu'une question de place. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une question de personnel. Oui, alors donc peut-être que ça va répondre à ma question, mais est-ce que les entreprises privées peuvent prendre le relais ? Alors, il y en a beaucoup qui le font une déjà. Crèche sur le lieu de travail, c'est quand même un bon argument pour fidéliser ses salariés, voire pour recruter de nouveaux talents. Entreprises qui le faisaient. Il y en a qui le font encore, c'est qui ont les moyens, effectivement, d'offrir des places en crèche dans les locaux, même. Comme vous le disiez, c'est un moyen de fidéliser, d'attirer les talents, d'ailleurs, dans un marché du travail un peu tendu, c'est pour ça, où il faut pouvoir garder ceux qu'on a envie de garder. Donc ça c'est aussi un argument pour recruter. Sauf qu'il faut quand même trouver des assistantes maternelles pour s'occuper des enfants. Il faut trouver des gens, effectivement, dans les crèches. Ce qui revient aussi à la valorisation de ces métiers-là. Moi, je pense, par exemple,
qu'il faut revaloriser les salaires des auxiliaires de puériculture, et à choisir ce contrainte budgétaire entre augmenter les retraites et augmenter les salaires des auxiliaires de puériculture, je pense qu'il faut choisir la petite enfance en priorité. C'est aussi une question de priorité politique. On ne va pas pouvoir attaquer ce problème si on ne s'en donne pas les moyens, si on ne donne pas la priorité ou l'investissement dans la petite enfance. Alors je reviens sur l'exception française. Est-ce qu'elle est toujours vraie? On va regarder un comparatif européen. Alors les derniers chiffres qu'on a trouvés sont ceux de 2022. Donc à l'époque, la France était encore à 1,79 enfants par femme. On l'a vu tout à l'heure, ça a baissé en 2 ans. La Roumanie juste derrière nous, la République tchèque à 1,64, l'Irlande à 1,54, la Belgique, l'Allemagne, la Finlande, ça descend, vous parliez de l'Italie, l'Espagne aussi, l'Italie 1,24, l'Espagne 1,16. C'est donc une source Eurostat. Laurent Toulmont, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France baisse, on l'a expliqué tout à l'heure. Est-ce que les autres pays d'Europe baissent aussi et au même rythme? Est-ce qu'il y a toujours une exception française d'une certaine Les pays où la fécondité était élevée ont baissé un peu avant la France et au moins autant que la France, à part l'Irlande qui depuis 2 ans s'est stabilisée, mais tous les autres pays sont en dessous. Donc on peut dire la baisse de la fécondité, elle a été plus tardive et un peu moins prononcée en France qu'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, on peut dire, alors vous disiez l'exception française disparaît, mais on est encore, disons, un peu au-dessus des autres. Mais je voudrais revenir sur l'aspect, sur les crèches et d'une manière générale sur la politique familiale. Je ne crois pas que le nombre de naissances doit être l'objectif d'une politique familiale. Vous l'avez très bien dit, la question des places de crèche, c'est la qualité de vie des personnes qui y travaillent, des enfants qui y sont et des parents qui laissent leurs enfants à garder pendant la journée. Et si un système de crèche efficace et agréable peut contribuer à ce que le nombre de naissances augmente, ça sera un effet collatéral, peut-être de long terme, mais ça ne doit pas être le but premier de la politique des crèches. Et donc, on peut dire en France, on a, par exemple pour l'éducation, encore une fois, dans les comparaisons internationales, il y a beaucoup de pays où les gens disent « mais moi, j'aurais jamais plus d'un enfant parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, si je veux qu'il fasse une bonne carrière, en France, on n'entend pas dire ça parce que les gens n'ont pas l'idée que d'envoyer leur enfant au collège, ça va leur coûter beaucoup d'argent. Même s'il y a des inégalités, il y a des problèmes dans le système éducatif, mais cette contrainte n'est pas perçue par les parents. Et si on se compare aux autres pays, encore une fois, vous l'avez dit, il y a des pays en Europe du Sud, en Asie, où la fécondité est vraiment très basse. Et il y a vraiment un peu une alerte qui est portée par les démographes en disant « attention ». Vous l'avez dit, il y a ce trilemme-là et le niveau est tellement bas qu'on a des perspectives de baisse de la population active très brutales. Mais en France, le vieillissement, c'est jamais qu'une conséquence de quelque chose qui est quand même très bénéfique, c'est qu'on meurt plus tard. La population active, il y a quand même des réserves si effectivement les jeunes trouvaient plus facilement du travail, si la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle était meilleure, si le travail des seniors était mieux organisé. On a des marges de progression en termes de population active, on a des marges de progression en termes de qualité de la vie dans les EHPAD ou dans les crèches, et je ne crois pas que le nombre de naissances soit l'alpha et l'oméga d'une politique. Ça m'offre la transition pour vous donner la parole, Sophie, et reprendre les grands mots du président de la République, d'Emmanuel Macron, sur la natalité. Absolument, parce qu'il y a 1 an déjà, le 16 janvier 2024, Emmanuel Macron avait revêtu l'habit martial pour évoquer les poupons. Objectif, je cite, favoriser un réarmement démographique. On s'en souvient. Les bébés dépassent rarement 4,5 kilos, mais ils pèsent très lourd dans notre balance économique. Le chef de l'État avait annoncé ainsi un nouveau congé de naissance et un grand plan de lutte contre l'infertilité. Alors moi, quand j'entends grand plan, j'ai un peu des lumières rouges qui s'allument au-dessus des antennes. Oui, et alors qu'est-ce que ça a donné, ce réarmement? Eh bien justement, il faut laisser du temps au temps et à l'administration surtout, mais 1 an après, le grand plan contre l'infertilité se fait encore attendre ou quasiment. Dans Le Monde, nos confrères du Monde, on apprend de Samir Hamama, chef de service de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier, co-auteur d'un rapport sur les causes de l'infertilité, que la recherche a été renforcée. Donc c'est un bien. Sauf qu'il n'y a rien sur la prévention de cette infertilité et sur ses causes multiples. Un check-up fertilité, un temps évoqué, visiblement mal pensé, a été oublié. Idem sur la facilitation des parcours de PMA. Le temps qui passe, principale menace, pourrait rendre la parole présidentielle infertile. Et la valse, jolie formule, la valse des ministres n'aide pas, évidemment. Non, évidemment, la valse des ministres n'aide pas, mais il y a aussi d'autres nœuds dans cette affaire, des nœuds éthiques qui tournent en opposition politique.
et en particulier celui associé, par exemple, parmi d'autres exemples, à la congélation des ovocytes. Les femmes ont des enfants plus tard. Alors, permettons à la science de leur donner du temps à penser. Emmanuel Macron proposant de permettre au secteur privé de prendre en charge ce qui était jusqu'ici réservé aux hôpitaux. Sauf que, alerte, a répondu l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ouais. Notre éthique s'oppose à la marchandisation du corps et les risques ici, c'est de remettre en cause la loi de bioéthique. Les risques sont clairs, donc financiarisation de la santé, nourrissage d'un marché lucratif et au final, instrumentalisation du corps des femmes ou au moins risque de tel. Merci beaucoup Sophie. Je reviens sur ce terme-là, cette formule de réarmement démographique. Elisabeth Doineau, c'était mal trouvé. Enfin, je sais pas, que dire de ces mots? En tout cas, c'était assez choquant puisque ça a été noté par, tous ceux qui l'ont entendu. Moi-même, je me suis demandé ce que c'était parce qu'on ne fabrique pas des enfants comme on fabrique des canons. Qu'en réalité, c'est pas du tout le même objectif. Il y a d'un côté le bonheur, d'un côté le malheur. Et donc, enfin, pour moi en tout cas. Oui. Et donc, alors au-delà des mots, au-delà des mots, moi je pense que c'était. Il avait raison, le Paul. Oui, il avait raison d'interpeller sur ce sujet parce que on le voit, la démographie, c'est quelque chose qui doit nous inspirer, nous guider. Pas seulement, bien sûr, il y a d'autres sciences qui sont tout aussi intéressantes, mais on voit des choses, parce que vous disiez tout à l'heure, le fait qu'il y ait une baisse de la natalité, du taux de fécondité, eh bien, ça fait sans doute moins d'enfants dans les écoles, des fermetures d'écoles, des fermetures de classes. C'est plus de monde dans les EHPAD, justement la pyramide qui devient plus importante au sommet et donc la prise en charge des personnes âgées. Donc en termes d'aménagement du territoire, en termes de politique, de stratégie, la démographie a une importance capitale. Et donc je pense que le fait que le président ait dit là justement il faut s'intéresser à la baisse de la natalité, je pense que ça a aussi été un petit coup de prise de conscience de chacun. Après, ça donne le sentiment qu'il s'immisce dans un choix qui est éminemment privé. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, et monsieur a raison. Le réarmement démographique. Le choix, il doit rester privé. Oui. Il est intime. Et très franchement, mais ça n'empêche pas de réfléchir. Quelles sont les causes? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour justement que ce delta dont je parlais tout à l'heure entre le désir d'enfant et le fait de faire un enfant puisse être un peu comblé? C'est-à-dire qu'on puisse apporter aux familles qui désirent un enfant un logement de qualité, un accueil pour l'enfant de qualité, une place au travail qui soit réinventée. Parce que vraiment, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et Mélanie Vogel le disait tout à l'heure. Il faut absolument qu'on considère que d'avoir un enfant, ce n'est pas un handicap dans l'entreprise, dans son travail. Et qu'au contraire, ça doit être valorisé et accompagné pleinement. Vous avez raison de dire que c'est très concret. Parce que là, on a l'impression qu'on parle de chiffres avec des virgules. Mais la dénatalité, c'est très concret. On a fermé depuis 2010 5000 écoles en France. On a perdu 1,5 million d'écoliers en classe maternelle et primaire. Donc il y a des villages, quand vous avez en Dordogne ou dans la Creuse, il y a des villages où il n'y a même plus de couches, de rayons couches, il n'y a plus de bébés. Et donc c'est quelque chose qu'on commence à ressentir et duquel effectivement il faut s'emparer. Après je suis d'accord avec vous, les mots étaient mal choisis, la rhétorique, alors je pense qu'elle était là pour marquer les esprits, ça a marché, mais ça rappelle une époque où la démographie était instrumentalisée, militarisée même, et du coup ça biaise complètement le débat. Et en plus, les annonces qui ont été faites, qui étaient très minimalistes. Elles vont pas forcément dans le mauvais sens, mais elles sont minimalistes. Et depuis, elles ont été complètement abandonnées, comme vous l'avez dit, en race campagne. Donc en fait, il reste quoi du réarmement démographique? Il reste des mots mal choisis et un chantier abandonné. Mais je reviens sur ce que vous venez de dire. Est-ce que sur la consommation, la baisse de la natalité a déjà des conséquences en matière de consommation Vous regardez le marché du jouet d'enfants, par exemple, ils sont obligés de se reconvertir dans les jouets pour adultes. Certains, d'ailleurs, arrivent à très bien le faire, d'autres pâtissent justement de ça. Mais oui, à partir du moment où vous avez une jeunesse, parce que c'est ça qui est en train de se passer, une jeunesse qui se raréfie, de l'autre côté, une pyramide des âges qui grossit par le haut, et ça profite aussi à d'autres secteurs, la santé, les voyages, les loisirs. Il y a des perdants, il y a des gagnants. Mais quand vous regardez en un siècle, en gros, en 1960, 10% de la population française avait moins de 6 ans. Si ça continue comme ça, là on est à 6%. Si ça continue comme ça, en 2060-2070, on sera à 5%. Donc on aura divisé par 2 la proportion des enfants de la population et on aura multiplié par 3 celle des plus de 65 ans.
Donc vous imaginez pour une autre société, consommation. C'est une autre consommation, mais c'est une autre composition. C'est pas une décroissance de la population, mais c'est la composition qui change. Et donc là, effectivement, les marchés changent, mais c'est aussi l'état d'esprit d'une société qui change, une société qui a de moins en moins de jeunes. Sur les marchés, très rapidement, celui des vêtements d'enfants est assez emblématique. On pense à des marques comme Petit Bateau ou Bontemps et qui ont été rachetées, vendues, qui sont en difficulté, et c'est clairement pour les raisons que vous venez d'exposer. Laurent Toulmont voulait intervenir. Oui, juste un mot. Les modèles démo-économiques montrent que une légère croissance ou une légère décroissance, ça ne change pas grand-chose en termes de modèle économique, parce que le marché de la petite enfance va peut-être se rétrécir, mais le marché des soins aux personnes âgées, lui, il va beaucoup augmenter. Oui, c'est ce et le problème, c'est si les déséquilibres sont très importants ou s'il y a des chocs brutaux. Donc il faut, disons, relativiser la situation, sachant que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le vieillissement de la population, lui, il va arriver là, et vous l'avez dit dans les aspects qui ont été évoqués par la ministre, la prise en charge des personnes âgées dont le nombre va beaucoup augmenter et dont les besoins vont beaucoup augmenter pose des questions et sont vraiment un défi pour la France dans les 20 prochaines années qui est vraiment extrêmement important. Et puis il y a d'autres défis, on voit le réchauffement de la planète, l'épuisement des ressources et l'idée d'avoir une population de la France ou de l'Europe qui pourrait diminuer avec effectivement une pyramide qui se déforme et donc peut-être des gens qui travaillent plus tard, une société qui bouge, ça ne serait pas forcément non plus la catastrophe. Et de toute façon, c'est devant nous, à l'échelle de la planète, il va y avoir un vieillissement de la population. Il y a certains continents qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas de système de retraite du tout, pour lesquels ça va être un défi absolument gigantesque. Et donc il faut aussi, disons, c'est pas en augmentant le nombre de naissances qu'on va résoudre les problèmes sociaux de la France dans les 20 prochaines années. Tiens, je vous propose un dernier chiffre, c'est un sondage IFOP pour le magazine Elle, publié en octobre 2022. Dans l'idéal, combien d'enfants souhaiteriez-vous ou auriez-vous souhaité avoir? C'est intéressant de voir le comparatif, il va entre 2006 et 2022. Alors il y a 2% des Françaises, c'est un sondage fait auprès des femmes, qui répondaient « aucun enfant » en 2006, il y en a 13% en 2022. Puis à l'inverse, si on va regarder celles qui souhaitent avoir plus de 2 enfants, en l'occurrence 3 enfants, en 2006, il y avait 49% des Françaises qui disaient « je souhaite avoir 3 enfants » et aujourd'hui, c'est seulement 32%. Elisabeth Doineau-Sellière, on rejoint finalement l'une de nos thématiques, qui est la thématique des places. Les familles nombreuses, c'est en train de se raréfier en France, on peut dire ça aussi? Eh bien oui, c'est une réalité. D'ailleurs, nous, on remet des médailles de la famille à des familles composées de 3 enfants. C'est la famille nombreuse, alors qu'autrefois, c'était au-delà de 6, au-delà de 7. Et là, on voit bien la différence. Oui. Mais c'est vrai que des grandes familles, ça suppose effectivement un grand logement, une qualité de vie aussi pour élever tous ces enfants. Et peut-être, je reviens quand même, et puis pour les femmes, peut-être aussi, faire 5-6 enfants, c'est presque renoncer à une carrière. Mais exactement. Pas loin, quoi. C'est exactement ça. Et donc, je pense que ça se verra de moins en moins. Mais c'est pas pour autant qu'il faut voir ça comme une fatalité. Il faut certainement, au contraire, utiliser ça pour avoir une vraie stratégie d'aménagement du territoire, parce que, je le répète, ça a des incidences. Plus d'EHPAD, moins d'écoles, moins de maternité, mais ça s'organise. Et je pense qu'il ne faut pas subir, il faut vraiment organiser tout en permettant à ce que les enfants vivent dans un milieu épanouissant et leurs parents aussi, au travail, parmi leur famille, leurs amis. Et je pense qu'on y réfléchit pas suffisamment en termes de politique et vraiment de stratégie politique. Est-ce que vous diriez, Maxime Sbailly, qu'il y a une sorte de déni des politiques ou qu'il y a eu un déni des politiques autour de ces questions? Sur le vieillissement, oui, parce que, mais d'ailleurs, on le voit que c'est encore le cas. Hein, sur la loi grand âge, par exemple, qu'on attend depuis je ne sais plus combien de quinquennats. En fait, on attend d'être au pied du mur démographique pour agir. Alors que la démographie, c'est une science assez exacte. Hein, c'est quelque chose qu'on voit évoluer, et notamment cette vague du vieillissement, la vague des baby-boomers, on l'a vu remonter les classes d'âge avec le temps, et voilà, 18 millions de retraités aujourd'hui qui vont rentrer dans la dépendance. Tout ça, on sait que ça arrivait, ça n'a pas été budgété, il y a eu une procrastination qui a été faite. Et le problème, en fait, c'est que plus on attend, et moi ce qui m'inquiète, c'est que plus la facture va être élevée et va retomber sur les jeunes générations. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui les actifs qui payent par des taux de cotisation inédits, par une dette publique. En fait, voilà, des choix qui n'ont pas été faits par le passé, qui, on voit encore aujourd'hui sur les retraites, on a encore beaucoup de mal à se dire qu'il faut qu'on travaille collectivement plus longtemps et que de toute façon, il faudra le payer d'une manière ou d'une autre. Et voilà, ma crainte, c'est qu'en fait, le vieillissement aussi, économiquement, coûte tellement cher qu'il pèse de plus en plus sur les actifs,
qui, pour maintenir leur niveau de vie, il y a certaines théories économiques qui vous expliquent ça, en fait, font encore moins d'enfants pour, vous voyez, rester, en tout cas, dans une certaine aisance. Et ça, si on ne contrôle pas, si on ne partage pas, en fait, la facture entre les âges, s'il n'y a pas d'équité intergénérationnelle, on va se retrouver dans une situation de plus en plus compliquée. Merci beaucoup. Merci. À tous d'avoir participé à ce débat. En voyant ce petit pied, Philippe, est-ce que vous pouvez, je passe à mon parler, voilà, ce pied de bébé, j'ai envie de le croquer. Quand je vois ce petit bébé derrière moi, j'ai envie de l'embrasser. Ce n'est pas un message à mes enfants, mais j'adorerais devenir grand-père. Voilà, merci moi, beaucoup. je suis grand-mère depuis 16 mois, c'est du bonheur, que du bonheur. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Maxime Sbailly, je rappelle le titre de votre livre, Les balançoires vides, espérons qu'elles se remplissent. C'est aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt sur le plateau de Public Sénat. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur publicsénat.fr, notre plateforme. Également, nous réécouter en podcast et noter que c'est la maire de Nantes, Johanna Roland, qui sera l'invitée de la matinale demain, première secrétaire nationale déléguée du PS, présidente de France Urbaine. Il y a beaucoup à dire sur la stratégie du Parti Socialiste. C'était le thème de notre premier débat. Belle soirée.